Yo. Donc, dans cette vidéo, on va créer une automatisation IA qui va nous permettre de générer automatiquement des affiches publicitaires pour des produits. Donc, j'ai appelé ça un AI Product Designer, donc un designer de produits IA. Donc, voilà, le but, ça va être de générer des créatives publicitaires, donc des affiches publicitaires, tout simplement, ou encore des posts pour les réseaux sociaux pour faire tout simplement le marketing de produits. Donc, bon, assez parlé. Montrons directement à quoi le système il va ressembler. Donc, le système, il ressemble à ça. Et le point de départ, bah, c'est un formulaire. OK? Donc là, on va directement tester pour voir bah, ce que ça va donner. On clique sur Execute Workflow. Et là, on a un petit formulaire qui va s'afficher pour nous permettre de remplir bah, les informations de notre produit qu'on veut mettre en avant. Donc, là, on va devoir choisir la marque. Il y a un nombre prédéfini de marques tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai designé le système. Il y a en fait un Google Sheets dans lequel il y a les informations de la marque en question, OK? Donc, il y a le nom de la marque, le ton de la marque, la palette de couleurs principale de la marque, typographique, donc pour le texte, comment on doit mettre en scène le produit principalement, le style d'éclairage, le style d'arrière-plan, ainsi que les lignes directrices, OK? Et là, bah, il y a les différentes marques, OK? L'objectif, en fait, derrière ça, c'est d'avoir une certaine, cohérence, de garder une certaine cohérence entre les différents designs. Parce que si on se génère de tout nouveaux, designs sans vraiment donner, on va dire, des informations sur l'identité de la marque, eh bien, les images vont être assez disparates et on va pas avoir cette cohérence qu'on recherche. Toute marque, je pense, bah, cherche à suivre, bah, une certaine ligne directrice et avoir une certaine cohérence. Donc c'est la raison pour laquelle bah, on a créé cette table-là. Et donc, pour chaque image qu'on va générer pour une certaine marque, eh bien, on va suivre bah, cette ligne directrice-là, en gros. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on a un nombre de marques qui est bien défini. C'est la raison pour laquelle ici, on peut sélectionner que trois, parce que dans le Google Sheets, bah, actuellement, il n'y a que trois marques. Donc, voilà. Donc, je vais choisir ça. C'est une marque fictive de chaussures, de running. Donc, je vais remplir très rapidement le formulaire et ensuite, bah, on se retrouve. OK, donc voilà ce que j'ai choisi comme, voilà ce que j'ai mis plutôt dans le formulaire. Donc voilà, j'ai mis un petit nom de produit, un petit slogan, les chaussures en question. Parce qu'il faut bien que l'IA ait une certaine idée de à quoi ressemblaient les chaussures pour pouvoir l'exposer et le mettre en valeur dans une image. Donc, voilà l'image de base que j'ai choisie. Voilà, elle est même pas d'extrêmement bonne qualité, mais bah, vous allez voir que ça va quand même faire pas mal de taf. Ensuite, le type de produit, je lui mets running shoes et les bénéfices mis en avant, je lui mets tout ça. Donc, j'ai demandé à l'IA de générer ça, hein, et si je mets ça en anglais, c'est parce que j'ai constaté que pour la génération d'images, c'est mieux de travailler en anglais. Donc, mais bien sûr, on peut faire ça en français. Donc voilà, je vais mettre ça en tout petit et je vais exécuter le workflow du coup. Je mets ça en tout petit juste pour voir le workflow s'exécuter en temps réel, hein. Donc, voilà. Ça passe par la première branche, donc ça récupère les infos qu'on a mises dans le formulaire. Donc les infos du produit et de la marque comme c'est écrit. Par contre, les infos de la marque, c'est ce qui va être dans le Google Sheets, n'est-ce pas? Dans la case Stride, parce que j'ai choisi le produit de Stride. OK. Ensuite, ça passe par l'espace vert. Donc, on va choisir les éléments de style. On va générer une petite description en fonction du produit, ainsi que de certains éléments de style. Donc, les éléments de style, c'est un peu ce qui va entourer le produit sur l'image. Donc, admettons des gouttes d'eau, je dis n'importe quoi, mais des gouttes d'eau ou peu importe. Voilà, ces petits éléments stylisés qui vont apporter un petit plus à l'image, on va dire. Et ensuite, ici, dans ce nœud IA, on va suggérer d'autres éléments de style. Et en fait, dans ce nœud-là, la différence avec l'autre, c'est que là, en fait, l'IA, elle va générer des éléments de style selon le format. D'accord? Donc, admettons que là, j'ai choisi quatre formats. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi quatre formats. J'ai choisi Instagram, donc un post Instagram. J'ai choisi une story Instagram. J'ai choisi, après des posts plus larges, OK? Un site, une bannière, par exemple. Donc, ça va générer des éléments de style pour chaque format afin que les choses soient un petit peu différentes. Et là, on peut voir que le workflow est en train de finir de s'exécuter. On peut voir qu'il y a 4 items. Ça nous annonce 4 items parce que j'ai choisi 4 formats, donc 4 images. Et la génération d'images, elle se fait ici dans ce nœud HTTP request. Elle se fait à travers l'API de OpenAI. Donc le workflow a quand même mis une bonne minute 30 à s'exécuter. C'est normal, c'est de la génération d'images, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et là, je vais aller dans le dossier Google Drive parce que, comme vous pouvez voir, à la fin, ça stocke dans un drive pour voir en fait le résultat. Donc ça crée un dossier et ça nous met les résultats ici. OK?
Donc, ça nous l'a mis dans 4 formats différents. Ça, je sais pas c'est lequel. Celui-ci, voilà, c'est le format carré, c'est le post Instagram, OK? Donc, 1 sur 1. Celui-ci, ça va être probablement la story Instagram, donc, voilà, format long. Ensuite là, je sais plus c'était quel format encore, mais ces 2 autres formats sont un peu plus larges. Donc, voilà. Vous pouvez voir que le résultat, il est assez propre, l'écriture aussi. Là, je vais vous montrer un autre exemple pour pas avoir à avoir à run le workflow en entier à nouveau. Donc là, c'est pour une autre marque, un autre produit que j'avais testé juste avant et on peut voir que c'est ça qui m'a généré. Donc ça, c'est le post carré, donc post Instagram, on va dire, quoi, et ça, c'est la story Instagram. Ça, c'est je sais plus, j'ai oublié le nom des 2 autres formats, mais un peu plus large celui-ci, peut-être une bannière, je sais plus. Mais voilà, j'aime bien celui-ci. Donc, ça fait vraiment je trouve que ça fait très réaliste, comme ça. Et là, on a le 4e format. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. On n'aurait jamais pu faire ça sans le modèle d'image de OpenAI. Donc, je trouve que c'est vraiment propre. Et du coup, voilà, dans cette vidéo, bah, on va construire ce workflow de A à Z comme d'habitude, hein, vous connaissez. Si vous regardez cette chaîne, donc sans plus tarder, c'est parti. OK, donc la première étape, ça va être de créer un formulaire. Donc on va utiliser simplement bah, le formulaire de NU10 pour pas se casser la tête. Donc voilà. Le titre, on va mettre générateur de créative. Donc créative, c'est juste des images marketing. On va même mettre images marketing pour embrouiller personne. Si vous voulez, bah, vous mettez une description. C'est pas obligatoire, donc je vais pas le faire. Au niveau des éléments, on va devoir choisir la marque, ok? La marque, c'est important parce que il va falloir venir justement dans le Google Sheets et récupérer les informations sur la marque en question, d'accord? Donc, on va mettre ça sous forme de liste pour vraiment pas qu'il y ait des erreurs de faute de frappe ou quoi. Parce qu'on va venir chercher en fait sur le Google Sheets la marque telle qu'on l'a entrée en fait dans le formulaire, ok? Donc, admettons que Stride, par exemple, plutôt que d'écrire Stride avec Y, j'écris Stride avec I, S-T-R-I-D-E. Bon, si je fais la requête à Google Sheets par la suite pour chercher S-T-R-I-D-E, bah, Google Sheets va me dire que ça n'existe pas, d'accord? Donc, pour éviter ça, je vais juste mettre une drop-down list. Ça va être une liste qu'on va pouvoir sélectionner. Donc, je vais l'appeler marque. Et là, je vais mettre multiple choice non, required field, oui. Donc, c'est obligatoire, ok? Donc, là, je vais mettre les différentes marques. Donc, il y a YSL, il y a, c'est quoi le deuxième? C'est Zesta pour l'instant. Et faites bien gaffe à prendre exactement les bons noms qui sont sur votre Google Sheets. Et là, c'est Stride, ok? À chaque fois que vous allez rajouter une nouvelle marque dans votre Google Sheets, eh bien, il va falloir que vous rajoutiez aussi une case ici, d'accord? Sinon, vous ne pourriez pas choisir cette marque dans votre formulaire. Pour l'instant, nous, on n'en a que 3, donc je vais m'arrêter ici. Ensuite, on va mettre le nom du produit. Là-bas, c'était la marque, mais cette fois, c'est le nom du produit, pas une marque à plusieurs produits. Donc, le nom du produit, on va requérir ça. On va demander le slogan du produit, si il y en a un. Donc, on va pas mettre en obligatoire. On va demander aussi le type du produit. Donc, tout à l'heure, j'avais mis running shoes, donc des chaussures de course, par exemple. On va rendre ça obligatoire. On va faire l'image du produit, bien évidemment. Ça, c'est l'élément principal d'ailleurs. Donc, pour le element type, on va mettre ça à file. Ça va être un fichier. Donc, on va autoriser plusieurs files, même si je ne vais pas le faire. Obligatoire, bien évidemment. Ensuite, on va prendre les bénéfices mis en avant pour le produit. C'est du texte obligatoire, on va mettre, parce que ça peut aider l'IA à raisonner pour savoir quels éléments mettre, quels éléments de style mettre autour. Par exemple, si on dit que les bénéfices mis en avant, c'est que c'est une boisson qui est rafraîchissante, bah, peut-être que l'IA, elle va se dire, en fait, OK, je dois mettre des gouttes d'eau pour évoquer l'aspect rafraîchissement. Bref, c'est comme ça que j'ai raisonné. Et enfin, pour ce formulaire, on va mettre une dernière case, ça va être les formats. Donc, les formats dans lesquels on va générer nos visuels, en fait. OK? Donc là, on va mettre quoi? On va mettre drop-down list. OK? Ça va être une liste comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va activer multiple choice pour qu'on puisse sélectionner plusieurs formats. Donc, je vais pas me casser la tête, je vais simplement copier les formats que j'ai mis dans l'autre formulaire. Donc, le premier, c'est post Instagram. Le deuxième, c'est story. OK?
et je mets entre parenthèses la dimension pour que l'IA, ça soit vraiment pas perdue. Et puis voilà, bannière comme ça. Donc, n'hésitez pas à adapter le workflow en fonction de les formats dans lesquels vous avez envie de générer ça, tout simplement. Et ça aussi, ça va être obligatoire. Donc, on va exécuter juste pour voir à quoi ressemble notre formulaire. A priori, ça devrait être bon. Donc, on a tac, tac, tac. Nom du produit, slogan, type, l'image du produit ou les images, les bénéfices et les formats. OK, donc maintenant que notre formulaire, il est opérationnel, il est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le nœud split out. Donc, en gros, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer chacune des informations, récupérer chacun des formats qu'on aura cochés pour par la suite créer des bundles avec le reste des informations. Bref, vous allez comprendre tout de suite. Comme ça peut paraître flou, mais je vais utiliser ce nœud split out. Bon, là, je vais devoir exécuter le nœud précédent. Bon, je vais supprimer ce nœud-là pour l'instant et je vais aller récupérer les informations du formulaire. Donc, je vais l'exécuter, je vais le remplir d'informations très, très rapidement et on continue. OK, j'ai rempli le formulaire d'exactement les mêmes informations que tout à l'heure, hein, durant la démo. Donc, je soumets. OK, là, les informations, elles sont arrivées. Je vais les épingler, voilà, pour que ça parte plus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce nœud split out, donc comme je vous parlais. Et là, je vais pouvoir, dans schéma, récupérer les formats. Donc, les formats sont dans un gros tableau format, OK? Et il y a les différents formats. Donc, format 0, format 1, format 2, format 3. Il y en a 4 parce que j'en ai sélectionné 4 dans le formulaire. Donc, j'exécute. Et là, on nous met 4 items. Donc là, ici, en vue schéma, ça vous montre qu'un seul item, donc le premier. Mais ici, en vue table, vous allez voir les 4 autres items. Enfin, les 3 autres. En vue JSON aussi. Bref, là, la raison pour laquelle on a utilisé ça, c'est pour utiliser ce nœud set, donc edit fields set. Et là, ce que je vais pouvoir faire, ça va être de créer 4 bundles, donc avec toutes les autres informations du formulaire et avec le format, donc le premier format, puis le deuxième format, puis le troisième format, puis le quatrième format. Bref, donc je vais d'abord prendre la marque, OK, puis le nom du produit, puis le slogan, ensuite le type. L'image, je ne vais pas la prendre pour l'instant. L'image, on va la travailler par la suite dans le workflow. Ensuite, je vais prendre le bénéfice que je vais mettre ici. Pour le format, par contre, je ne vais pas prendre ici ce qu'il y a, le tableau format où il y a tous les formats. Je vais plutôt prendre ce qui est dans le nœud split out, d'accord? Parce qu'il m'a retourné 4 items. Donc, ça va prendre un item à chaque fois, donc un format à chaque fois. Donc, regardez, si je mets le format qui m'a été retourné par le nœud précédent split out, donc qui a divisé la chose en 4, regardez ce que ça va me donner lorsque je vais exécuter. Donc là, ça me dit que ça m'a donné 4 items, ok? Je vais passer en mode table pour voir les 4 items. Donc, on peut voir que tous les 4 éléments ont la même marque, ils ont le même nom de produit, ils ont le même slogan, ils ont le même type de produit, ils ont le même bénéfice en avant. La seule chose qui différencie entre ces quatre items-là, c'est le format. Donc, ça m'a créé 4 fois le même item avec un format différent, par contre. Donc, le premier, il a le format post Instagram, le deuxième, story, le troisième, site web, le quatrième, bannière. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est tout simplement parce qu'on veut générer des images à partir des mêmes éléments. Donc, c'est la même marque, c'est le même produit, c'est le même slogan, etc. Mais on veut le générer dans 4 formats différents, ok? Parce que j'ai sélectionné 4 formats. Donc, là, j'ai fait exprès de créer 4 fois le même bundle pour que par la suite, lorsque je vais donner l'information à l'IA de créer et de générer ces images-là, eh bien qu'elle puisse prendre effectivement les mêmes informations pour chacun des formats, juste avec le format différent. Donc voilà, c'est l'utilité de ce nœud-là. Ensuite, je vais devoir récupérer les informations de la marque qui sont dans le Google Sheets. Donc, vous vous souvenez? OK. On a choisi la marque Stride. Donc, on va devoir récupérer toutes ces informations de la marque Stride. Donc, pour ça, je vais simplement choisir un Google Sheets. Et là, je vais choisir l'action Get Rows. Je pense que c'est celui-ci que je dois prendre. Donc, Get Rows. Pour le document, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé identité visuelle, donc c'est celui-ci. Le sheet, c'est sheet 1, il n'y en a qu'un seul de toute façon. Et du coup, là, je vais cliquer sur Filter. Pourquoi? Parce que je veux tout simplement filtrer par le nom de marque. Et quel nom de marque je veux choisir? Eh bien, le nom de marque que la personne a mis dans le formulaire. Donc, je reviens ici dans le formulaire et je vais sélectionner la case marque
Donc, il y a Stride à l'intérieur, ça va chercher la ligne Stride, OK? Donc, j'exécute l'étape. Et là, on peut voir que ça m'a retourné 4 items, d'accord? Donc, 4 fois la même chose. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est 4 fois la même chose. Et d'ailleurs, ils nous le spécifient ici juste en haut. Ils me disent "This node runs multiple times, once for each input item." Ce que ça veut dire en fait, c'est que les 4 items qui m'ont été retournés ici, vous vous souvenez, dans le nœud précédent, eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il y a 4 items, eh bien, il va aller chercher cette ligne que je lui demande dans le Google Sheets où il y a Stride 4 fois. Il va la chercher 4 fois et il me la retourne 4 fois. C'est pas l'idéal, OK? Ce que je vais vouloir faire, c'est en fait, il y a 2 manières de régler ça déjà. La première manière, ce serait de venir ici dans les settings du Google Sheets et cliquer sur execute once. Ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter le nœud une fois. Bien qu'il y ait 4 items qui rentrent, ça va l'exécuter une seule fois. Donc là, je clique sur execute, ça me met one item, OK? Donc là, on peut dire que ça a réglé le problème, mais non, pas tout à fait parce que ça a tout simplement supprimé les 3 autres items. Donc en gros, par la suite, a priori, je pourrais pas utiliser, les 4 items, OK? Par la suite, plus tard dans le workflow, j'aurai besoin des 4 items qui sont ici, avec le post Instagram, avec la story, avec, le site web, avec, la bannière. Je pourrais pas les utiliser parce que là, en gros, ce que j'ai fait, c'est éliminer 3 items. Donc, cette méthode, bah, c'est pas la meilleure, je vais désactiver ça et je vais plutôt mettre ici un nœud aggregate. Donc, le nœud aggregate, si vous regardez même le logo, c'est le contraire du nœud split out. OK? Le nœud split out qui est ici, c'est le contraire du nœud aggregate. Donc, il fait tout simplement le contraire. Split out, il va split, c'est-à-dire il va diviser les choses. OK? Il y a plusieurs éléments dans un seul bloc, lui, il les divise. Le nœud aggregate, c'est le contraire. Il y a 4 items ici, par exemple. Il va mettre les 4 items dans un seul item. Donc, je rentre dans le nœud aggregate. Et là, je vais simplement sélectionner l'option All Item Data. Donc, il va prendre tout ce qu'il y a dans le input, en fait. Donc, il va prendre la marque, il va prendre le nom du produit, il va prendre le slogan, le type, les bénéfices, ainsi que le format. Et il va tout mettre dans un seul item, dans une seule liste. Donc, j'exécute. On peut voir qu'il m'a retourné les informations comme ça. Donc, le premier élément, il est ici. Je ne sais pas si en schéma, ça va être plus clair. Bon, peut-être rester en table, hein. Donc, voilà, la marque, le nom de produit, le slogan, le type, les bénéfices, ainsi que le format. Donc, il a fait ça 4 fois. On peut voir qu'il y a la seule chose qui change. Néanmoins, c'est le format. Donc, ici, c'est Instagram 1.1. Ici, c'est Story. Ici, c'est site web. Ici, c'est bannière. Donc, en gros, c'est simplement toutes les informations qui sont dans le nœud précédent qu'il m'a mis dans un seul bundle. OK? Par la suite, par contre, on va devoir dispatcher les choses, diviser à nouveau. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'on met tout dans un seul item afin que plus tard, ce soit plus facile à diviser par la suite à nouveau. OK? Donc là, ça a réglé le problème ici du Google Sheets aussi, vu que là, il y a un seul item, comme on peut le voir ici. Un seul item. Et là, je vais exécuter. Et Google Sheets va me retourner un seul item plutôt que 4 tout à l'heure. Donc, c'est cool. Ensuite, là, la dernière chose qu'on va faire dans cette première branche, donc comme on peut le voir ici, la branche récupération des infos du produit et de la marque, la branche bleue, quoi, ça va être de créer un dossier pour le produit. Donc, nous, on a décidé de stocker ça sur Google Drive parce que c'est assez simple. Donc, je vais choisir Google Drive et là, je vais choisir Create Folder. Donc, un folder, c'est un dossier. Donc, je crée un dossier dans le gros dossier qui s'appelle, laissez-moi vérifier, AI Product Designer. OK? Il y a un gros dossier AI Product Designer qui va contenir en fait tous les petits dossiers des différents produits. La raison pour laquelle on met les produits dans un petit dossier, c'est parce que pour chaque produit, on va potentiellement générer plusieurs images. Donc, moi, j'ai tout à l'heure demandé les 4 formats que j'ai définis dans le formulaire. Story, Instagram Post, bannière et site web. Donc, on va mettre tout ça du même produit dans un dossier. C'est la raison pour laquelle on crée un dossier. Et on balance pas juste les informations directement dans le folder AI Product Designer. Parce que sinon, bah, il y aura les images de plusieurs produits différents et c'est pas propre. Donc voilà, là, je vais choisir Product Designer, AI Product Designer. Le folder name, donc pour le nom du dossier du produit, bah, je vais pas me casser la tête. Je vais simplement prendre le nom de la marque, hein. Donc je reviens dans le form submission. On aurait pu le prendre ici dans le Google Sheets ici, hein, mais je sais pas. Je vais prendre dans le form submission, je vais le mettre ici. OK? Donc le nom de la marque, ça va être Stride.
Quoique non, on va pas prendre le nom de la marque, on va plutôt prendre le nom du produit. Excusez-moi. Donc, on va prendre le nom du produit parce qu'il se peut qu'on fasse des images pour une même marque, mais pour différents produits d'une même marque, en fait. OK? Donc là, je prends le produit Stride Velocity Pro. Donc, pour le produit, la paire de chaussures Velocity Pro, je vais mettre un dossier. Si Stride, bah, je dois faire un autre produit pour Stride, bah, ça va prendre Stride Velocity Max, par exemple. Je sais pas si ça s'appelle Stride Velocity Max. Bref. Donc voilà, je prends plutôt le nom du produit plutôt que le nom de la marque. C'est mieux. Donc là, je vais exécuter et je reviens dans mon Google Drive. Et là, il devrait y avoir un deuxième Stride Velocity Pro qui va s'afficher. Donc voilà, le deuxième Stride Velocity Pro. Donc celui-ci, c'est celui qui vient d'arriver et celui-ci, c'est l'ancien qu'on avait généré dans la démo. Ok, donc ça, c'est bon pour la branche. Je crois qu'on l'avait mis en bleu. Ok, on va la remettre en bleu, hein, simplement. Donc là, la deuxième partie, ça va être de générer des éléments de style. Donc, on va commencer par un nœud OpenAI. Donc, je clique ici sur le plus et là, je vais taper OpenAI. OK, je vais choisir l'action Message a Model. OK, je vais donner une instruction à un certain modèle OpenAI. En l'occurrence, je vais choisir 4.1 mini parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est le modèle le plus cost-effective, donc le plus rentable en coût et en qualité. Donc, en fait, le rapport qualité-prix, il est très, très bon. Donc, avant, c'était 4O mini, mais maintenant, on dirait que, bah, que c'est celui-ci, quoi. On va commencer par définir le prompt système. Donc, je vais passer le prompt à mode de système. Donc, le prompt système, ça va être toutes les instructions qu'on va devoir donner à notre IA, quoi. Et là, ce que je vais lui demander de me générer, ça va être une courte description pour le produit en question, ainsi que quelques éléments de style, donc comme je vous l'expliquais dans la démo, qui vont être parsemés par-ci, par-là sur l'image. Donc, je vais coller ce que j'avais mis dans l'autre workflow. Je vais passer en mode description et je vais mettre le workflow, enfin la case en grand, quoi, afin qu'on puisse lire plus facilement. Donc, en gros, là, je lui dis qu'en se basant sur les informations suivantes, donc le nom, le slogan, le type, les bénéfices, le nom de la marque, ainsi que le ton de la marque, je veux qu'il me génère les deux phrases descriptives suivantes sans mentionner le type du produit. Bon, ça, c'est un peu au niveau du formatage. Et je lui dis en anglais, OK? Parce qu'en anglais, j'ai de meilleurs résultats. Mais vous pouvez bien sûr le faire en français. Donc, brand description, ça va être la description de la marque. Ça va être une phrase qui va décrire l'univers du produit, son positionnement sur le marché, ainsi que le ton visuel général de la marque. Donc, c'est normal que je demande à l'IA de me générer ça dynamiquement. Donc, en fonction du produit qu'on va lui donner, elle va me générer une petite description de la marque que je vais pouvoir utiliser par la suite dans une autre IA qui va devoir me générer le résultat. Donc là, je lui donne un petit exemple en anglais qui m'a été généré par ChatGPT. Et ensuite, je lui demande de me faire un deuxième élément, de me générer un deuxième élément, les éléments de style. Ça va être une phrase qui va lister les matériaux, les textures, les accessoires qui vont être recommandés pour styliser les visuels du produit en accord avec l'image de la marque qui lui aura aussi été donnée, quoi. Et là, je lui donne encore un exemple en anglais. Et là, je lui dis de répondre uniquement avec un objet JSON structuré avec les deux informations, brand description et styling elements. Et la raison pour laquelle je veux qu'il me le formate dans le format JSON, c'est pour pouvoir après prendre la case, en fait, et la mettre dans une autre. D'accord? Donc, regardez, lorsque je vais lui demander ici output content as JSON, donc là, je lui donne l'instruction dans le système ici, mais je lui donne aussi dans le prompt. OK? Vous allez voir par la suite comment ça va s'afficher. Et du coup, là, bah, je lui avais dit qu'il devrait se baser sur les informations suivantes qui sont là. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais lui donner ici à travers le prompt user. Donc, le user, ça va être toutes ces variables qu'il va pouvoir utiliser en fonction du workflow, ou plutôt, on va dire, en fonction du produit. Par contre, le prompt system, c'est ce qui est vraiment statique, c'est ce qu'il doit faire, peu importe le cas de figure. Et dans le prompt user, par contre, je lui donne les choses qui peuvent varier, quoi. Les choses avec lesquelles il va devoir faire le travail. Donc, je lui colle ceci. Par contre, il va y avoir une erreur parce que les noms que j'ai utilisés dans mon workflow pour l'instant, voilà, j'ai renommé aucun élément du workflow. C'est la raison pour laquelle il y a des erreurs avec ce que j'avais utilisé dans l'autre workflow. Donc, on va simplement enlever ça. Tac, je vais enlever toutes ces variables en rouge. Et là, je vais simplement récupérer les informations à gauche et les mettre ici, quoi. Donc, pour le nom du produit, ça m'a été retourné par le nœud formulaire.
Donc, je le colle. Le slogan, pareil par le formulaire. Le type du produit, c'est ici. Les bénéfices qui sont mis en avant, c'est là. Par contre, pour les informations de la marque, ça va être retourné par quel nœud? Eh bien, par le nœud Google Sheets. Donc, je vais dans le nœud Google Sheets, je prends le nom de la marque, je le mets ici, ainsi que le temps de la marque, je le mets ici. Donc, il va devoir se baser sur toutes ces informations-là pour faire ce que je lui ai demandé. Et là, je vous disais que je vais utiliser le paramètre output content as JSON. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je vais exécuter ça. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, il m'a retourné, voilà, brand description dans une variable et il m'a retourné styling elements dans une autre variable. Et ce que ça va permettre de faire par la suite, c'est, je vais prendre un nœud 7 juste au hasard, hein, juste pour vous montrer, c'est de prendre cette case brand description et la mettre quelque part, de prendre cette case styling elements et de la mettre quelque part. Donc, si je n'avais pas, en fait, si je ne lui avais pas demandé de faire les choses sous le format JSON à travers ce paramètre-là, eh bien, j'aurais pas été capable de faire ça. Il n'aurait pas mis les informations dans des variables différentes afin que je puisse les utiliser individuellement. Donc, c'est à ça que ça sert ce paramètre-là. Le prochain nœud que je vais utiliser maintenant, ça va être le nœud code, ok? Je vais utiliser le nœud code où je vais pouvoir mettre du code JavaScript que je ne vais pas écrire. Donc, ne vous en faites pas. J'ai juste demandé à l'IA de me le générer. Voilà, pour des cas d'usage qui sont vraiment simples comme ça, bah, l'IA le fait très bien. Et du coup, ce nœud code, il va me permettre de faire quoi? C'est de récupérer en fait ce qui m'a été retourné par ce nœud aggregate là. Donc, souvenez-vous, ce nœud qui m'a retourné bah, les 4 items qui sont quasiment identiques à l'exception du format. OK. Et en réalité, ça, c'est le rôle du nœud split out. OK. Je vous disais que le nœud split out, c'est le contraire du nœud aggregate. Donc là, regardez ce que je vais faire. Je vais décaler un tout petit peu ces 4 nœuds-là. Et je vais mettre juste après le nœud aggregate un nœud split out. Genre, tout simplement pour vous montrer que c'est le contraire, en fait. Donc, je vais prendre la case data qui contient tous les éléments, OK, tous les 4 bundles, on va dire. Et je vais exécuter. Et là, ça m'a retourné les 4 items. OK, les 4 items séparément. C'est exactement ce que j'avais juste avant le nœud aggregate. Donc, je viens juste avant. Donc, le edit fields. Et puis, on peut voir que c'est exactement la même chose qui est ici. OK, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que, voilà, c'est juste une preuve que le nœud split out, il fait exactement le contraire du nœud aggregate. Sauf que ici, je vais pas pouvoir utiliser le nœud split out. Parce que le nœud split out, en fait, si je le mettais, bah, ce serait ici. Donc, ici, à la place du nœud code, bah, mettre le nœud split out, je peux pas. Parce que c'est beaucoup trop loin de l'autre, OK? Là, si j'essaye dans le nœud split out de prendre ce qui m'a été retourné par le nœud aggregate, donc je prends data qui est ici. Si je teste, voilà, on peut voir qu'il n'y a rien qui m'est retourné. Ils me disent le field de data, il n'existe pas en fait, ok? Parce qu'en fait, le nœud split out, il va directement chercher dans le nœud précédent, donc le nœud OpenAI. Or, il n'y a pas de data en fait, il n'y a pas de data là-bas. Donc, l'alternative, c'est d'utiliser le nœud code extraordinaire, le meilleur nœud de N8N. Donc, je vais tout simplement coller le code qui m'a été généré par l'IA et que j'ai utilisé dans l'autre workflow. D'ailleurs, je vais directement le copier. C'est ça. Donc, c'est un code qui est vraiment simple, mais qui est super utile. Donc là, on peut voir qu'il y a écrit return aggregate. Donc, ça va prendre ce qu'il y a dans le nœud qui s'appelle aggregate. OK? Ici, il faut mettre exactement le nom du nœud en question. Donc là, j'exécute. Et voilà, comme par magie, bah, ça me retourne ce qu'il y a là-bas, les 4 items que je vais avoir besoin pour utiliser bah, du coup par la suite. Et là, ça va être le moment du coup de mettre mon IA créative, donc mon product designer. Ça va être vraiment mon designer. Donc, il va pas générer la chose dans un premier temps, mais qui va imaginer en fait le style de chaque élément. Donc, pour le format Instagram, il va imaginer un certain style avec tels éléments autour du produit, etc. Pour le format story, il va imaginer un autre style, etc. Pour chacun des styles que j'aurai choisi dans mon formulaire, il va m'imaginer un style, ok? Donc là, je vais prendre un OpenAI. Bon, je vais pas prendre OpenAI, je vais prendre plutôt Basic LLM Chain.
Donc, Basic LLM Chain. En gros, si vous mettez le modèle ici OpenAI, eh bien, c'est assez équivalent à prendre ce nœud OpenAI qu'on avait utilisé un peu plus tôt. Mais la raison pour laquelle j'utilise Basic LLM Chain et non pas OpenAI, c'est que je peux définir l'output format, ok? Je peux définir le format de sortie. Donc, je peux dire, ok, le format de sortie, je veux que tu me mettes ça dans le format JSON. D'ailleurs, c'est ça que je vais choisir ici. Donc, lorsqu'on active ce paramètre require specific output format pour demander, comme le nom l'indique, un format spécifique pour la réponse, eh bien, il y a cette petite case output parser qui se colle à notre nœud Basic LLM Chain. Et là, on peut cliquer dessus pour choisir ça, par exemple, Structured Output Parser. Et là, on va pouvoir définir le JSON d'exemple. OK? Donc, c'est assez similaire à ce qu'on a mis ici dans le nœud OpenAI un peu plus tôt. Sauf que ici, on peut juste lui dire d'output le contenu en tant que format JSON. Par contre, dans le nœud Basic LLM Chain que l'on vient de choisir, avec ce petit structure de output parser, je vais pouvoir moi-même définir, donc non pas seulement lui dire génère un JSON, mais je vais pouvoir lui spécifier carrément un exemple de la réponse. Donc, c'est un peu plus poussé et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ce nœud Basic LLM Chain. Donc, avec le même modèle, par contre, OpenAI. Mais vous pouvez prendre n'importe quel modèle. Donc là, dans le nœud Basic LLM Chain, je vais commencer par lui donner un prompt système. Donc le prompt user, c'est ici, on va le faire juste après. Je vais lui donner un prompt système, donc les instructions. Je vais lui coller ça. Donc c'est exactement ce qui est dans l'autre workflow. Donc là, je vais remplacer quelques petits éléments, vous allez voir. Donc ici, ça va être la phrase de description qu'il m'a générée dans le nœud un peu plus tôt OpenAI. Brand description. Je crois que j'ai même perdu où est-ce que je devrais le mettre. Je pense que c'est ici. Donc, je vais l'amener ici. Et là, vous pouvez voir à droite qu'est-ce que ça me donne au final, ok? C'est juste une phrase que j'ai intercalée là-bas en plus, quoi. Donc, ici, ça va être les styling elements. Donc, j'efface ça et je prends ici styling elements. Et là, vous pouvez voir encore une fois à droite, qu'est-ce que ça va me donner, quoi. Donc là, grosso modo, je lui dis que voilà, que c'est un photographe professionnel et que son rôle, sa tâche, c'est de suggérer des visuels créatifs pour des lancements de produits, ok? Chacun pour un channel différent, c'est-à-dire le channel différent, c'est le format différent, ok? Donc le format Instagram, le format Instagram Story, peu importe. Et là, je lui donne une information sur la description de la marque, c'est ce que vous voyez en vert ici. Donc ici, en l'occurrence, on lui donne des informations sur la marque Stride. Et là, on donne d'autres précisions. Donc voilà, on lui dit que chaque asset, c'est-à-dire chaque image doit être de la même campagne publicitaire. Donc en gros, pour pas qu'il fasse des images qui soient trop disparates, pour qu'il garde une certaine cohérence, quoi. Là, on lui dit de différencier les visuels en fonction de la plateforme et du but de chaque plateforme. Ici, on lui dit de varier le background tone, donc le ton du background, le type de la surface sur laquelle le produit va être exposé, etc., etc. Donc là, on lui donne en gros plein d'informations. Plus tard, en bas, ce qu'on va faire, c'est lui donner des informations sur chaque type de format. Donc moi, j'ai mis les 4 formats que j'ai utilisés du coup. Le format Instagram Post, le format Instagram Story, le format Website Banner et le format Display Banner. Après ça, vous pouvez adapter ça en fonction de votre but, quoi, et de votre cas d'usage. Et là, encore une fois, dans le prompt user, donc pour pouvoir accéder au prompt user, donc user message, je vais pouvoir sélectionner ça et cliquer sur Define Below. Donc, je vais pouvoir définir le contenu de la case par moi-même. Et là, je vais coller ce que j'avais mis là-bas. Il y a 2 informations qui sont en rouge, donc je vais les map, c'est-à-dire les déplacer directement. Donc, c'est le brand name, le nom de la marque. Je vais venir dans On-Form Submission. Je vais prendre le brand name, c'est-à-dire, ou plutôt non, les informations sur la marque, elles sont plutôt dans le Google Sheets. Donc, le nom de la marque, c'est ici. Donc, je colle ça ici. Ici, le brand tone, c'est le ton de la marque. Donc, je colle ça ici. Donc, voilà, maintenant, tout est en vert. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de lui définir le format de sortie qu'on attend. OK, donc, dans le nœud Structured Output Parser, je vais pouvoir enlever ça et lui montrer en fait un exemple. Et lui, l'IA, vu que elle raisonne en gros, entre guillemets plutôt, eh bien, à partir de l'exemple du format attendu qu'on attend, elle va pouvoir raisonner et se dire, OK, en fonction des données que moi je lui ai données, comment elle va suivre ce format-là. Donc, moi, je lui donne ça.
Donc, je veux que le format de sortie ressemble à ça. Donc là, il y aura le asset type. Le asset type, c'est le type de l'image. Donc ici, ce sera un Instagram post. Je vais même mettre entre parenthèses 1, 2.1 pour qu'elle pense en fait à mettre le format entre parenthèses, le format du post en fonction de la plateforme. Donc voilà, je lui donne le background tone, elle doit me proposer un background tone, elle doit me proposer un surface type, accent prop, lighting, camera angle et overlay text. Donc tout ça, bah, je lui ai tout spécifié dans le prompt, hein, dans le prompt système. Comme vous pouvez le voir, c'est ici les flèches, donc surface type, accent prop, lighting, camera angle, etc. Donc je lui ai déjà donné des informations et des instructions. Elle va savoir a priori quoi faire. Donc là, je vais exécuter. Et là, étant donné qu'il y a 4 items en entrée, eh bien pour chaque item, elle va faire le travail. Donc pour le premier item, par exemple, c'était pour le format post Instagram, elle va le faire. Ensuite, elle va prendre en compte le format story. Elle va s'adapter en fonction du format, le format site web, etc., etc. Donc là, je vais exécuter. Donc voilà, on peut voir qu'elle m'a retourné 4 items. A priori, 4 items dans le bon format. Donc là, le format asset type, on peut voir Instagram post. Elle m'a proposé un background tone, elle m'a proposé un surface type, accent prop, lighting, camera angle, overlay text. Et elle a fait la même chose pour les 4 différentes. Donc là, par contre, c'est différent. Donc elle a mis quelque chose de différent pour chaque format. Donc c'est le but, on ne veut pas 4 fois la même image, hein. Donc c'est cool et c'est ce que l'IA nous a fait. Ok, donc ça c'était pour la deuxième partie. Donc générer voilà, que notre IA créative puisse imaginer en fait à quoi va ressembler le produit sous chaque format. Donc là, la troisième étape, ça va être la dernière, celle de tout simplement générer les images, quoi. Donc là, dans un premier temps, il va falloir qu'on récupère les images parce que les images, souvenons-nous, l'image, elle est dans le premier nœud, on form submission. Et là, on va certainement devoir enlever l'épinglage et run le workflow afin que ça marche. Donc là, on va utiliser un nœud code à nouveau. Je vous le disais encore une fois, c'est le meilleur nœud de cette plateforme. D'ailleurs, j'essaierai dans la prochaine vidéo, en fait, de faire un certain concept. Ça va être de reconstruire ce workflow sans le nœud code. Donc, pas reconstruire de A à Z, hein, mais juste prendre ce workflow et essayer de faire des petites modifications et essayer de voir, en fait, à quoi ça va ressembler sans ce nœud code. Je vous promets que c'est ce que j'avais essayé de base, de pas utiliser ce nœud, mais c'était vraiment difficile. Le workflow allait dans tous les sens. Donc, cette vidéo-là, elle aura pour but de vous montrer un peu l'utilité de ce nœud-là. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, hein. Donc voilà, là, on va utiliser le nœud code et je vais mettre exactement le même code que je vais devoir modifier par contre. Le même code que j'ai mis dans l'autre workflow. Et le but de ce nœud code-là, cette fois-ci, ça va être de récupérer l'image qui est dans le premier nœud. Parce que, juste après ce nœud code-là, il va falloir que je donne cette image à OpenAI, en fait, le modèle de génération d'images de OpenAI, afin qu'il s'inspire de l'image du produit pour me générer mes créatifs publicitaires, mes images produits. Donc, pour ce faire, il me faut obligatoirement récupérer l'image dans ce nœud-ci, parce qu'en fait, l'image, c'est un fichier qui est binaire. Ce qu'on appelle fichier binaire, c'est un fichier, et c'est un fichier pur et dur, quoi. C'est pas du texte, c'est pas quelque chose qui est sous le format JSON comme ça. C'est un fichier binaire. Ça peut être un fichier PDF, ça peut être un fichier PNG, un fichier MP4, peu importe. C'est un fichier. Et les fichiers binaires sur Unwritten, eh bien, tu peux les utiliser uniquement s'ils sont dans ton nœud précédent. Donc, en gros, ce que cela veut dire, c'est que j'aurais pu utiliser mon fichier binaire ici dans mon nœud split out. Vous voyez, lorsque je rentre dans mon nœud split out et que je clique ici sur view, eh bien, je vois mon fichier binaire, je vois la chose, en fait. Mais si j'essaie de venir ici dans ce troisième nœud et que je reviens ici dans onForm Submission, vous pouvez voir que, eh bien, je peux pas y avoir accès, quoi. Donc là, le seul moyen que j'ai trouvé qui soit pas trop compliqué, c'est d'utiliser ce nœud code-là. Donc j'ai expliqué un tout petit peu la situation à l'IA et elle m'a généré ce code-là. Par contre, il va falloir que je fasse quelques modifications parce que je l'ai copié là de l'autre workflow. Donc dans l'autre workflow, mon premier item, il s'appelait remplir info produit. OK. Ici, il va falloir que je remplace le nom de mon premier nœud.
par le nom de mon nœud ici qui s'appelle onForm Submission. Donc je vais copier onForm Submission et je vais le coller ici. Voilà, donc je l'ai collé. A priori, je pense que ça devrait être la seule chose à modifier. Donc image du produit, je pense que c'est comme ça, image du produit. Parce que même dans ce workflow-là, j'ai appelé mon image dans mon formulaire, je l'ai appelé image du produit. Donc, je pense que ça devrait être bon. Je pense que par contre, si je clique sur exécuter, ça va pas fonctionner et qu'il va falloir que je reprenne, que je refournisse un nouveau formulaire. Donc, je vais cliquer essayer. Quoique, ça marche. Donc, je suis content. Je vous mens pas, j'ai vraiment pas envie de, de remplir le formulaire à nouveau. Donc là, ce que ça a fait, en fait, c'est que ça m'a retourné 4 fois le même élément. 4 fois la même image. D'accord? Et ça, c'est volontaire. À la base des bases, le premier code que l'IA m'avait donné, en fait, il me retournait un seul de ces items. Sauf que ça m'arrange pas. Moi, j'ai envie de faire 4 fois la requête vers le générateur d'image de OpenAI. Donc, j'ai envie qu'il me génère l'image 4 fois, afin que je puisse, à chaque image, l'utiliser dans une de ces requêtes-là pour générer l'image. Donc, après, par la suite, je lui ai demandé de me régénérer la chose pour qu'elle me fasse la chose en 4 items, que je puisse avoir les 4 items. Et puis voilà, c'est le résultat que ça m'a donné. Ensuite, là, ça va être l'heure d'utiliser le générateur d'image de OpenAI. Alors, il y a quelques mois de cela, lorsqu'on cliquait sur l'action Generate an Image de OpenAI ici, on n'avait pas accès à GPT Image 1. Okay? C'est le modèle qu'on a envie d'utiliser, c'est le modèle qui est le plus performant de OpenAI en termes de génération d'images. Donc, il y a quelques mois de cela, on n'avait que DALL-E 2 et DALL-E 3. Bon, maintenant, je parle sur N8N. Donc maintenant, N8N va intégrer GPT Image 1. Par contre, en fait, on va pas pouvoir utiliser ça parce que ils n'ont que l'action Generate an Image, ok? Ils n'ont pas l'action modifier une image. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est un appel d'API. Ça va être une requête HTTP. Donc, lorsque un nœud dont vous avez besoin n'est pas disponible sur N8N, eh bien, on utilise le nœud HTTP request si le logiciel en question a une API pour ça. Donc, moi, c'est le cas. Je vais taper OpenAI API image. Je vais me taper OpenAI API image. Ça va peut-être m'amener directement là où j'en ai besoin. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les API et les requêtes HTTP. Donc, si c'est un concept qui est un peu flou pour vous, eh ben, sachez que j'ai fait une vidéo sur ça, quoi, pour vous aider à mieux comprendre le concept. Donc voilà, là je suis dans la documentation de l'API de OpenAI. Donc là, on peut voir que j'ai l'action Create Image. Je vais cliquer sur l'action Create Image Edit. Donc en gros, je vais pouvoir éditer une photo. Ce que ça va permettre de faire, c'est d'utiliser l'image que je vais donner, donc l'image originale du produit, la chaussure jaune, quoi. Et en gros, OpenAI, il va éditer cette image. Il va prendre le produit qui est sur cette image, faire des modifications, rajouter de la couleur, rajouter des éléments par-ci, par-là. Donc, c'est bel et bien cette action que j'ai besoin de faire. Je vais copier l'URL que je vais devoir mettre dans mon HTTP request. OK. Donc là, je mets ça dans la case URL. Pour la méthode maintenant, eh bien, je vais encore une fois regarder dans ma documentation. C'est là que toutes les informations sont. Donc, la méthode, ça va être post. Je reviens dans mon N8N et que je choisis la méthode de post. Donc, l'URL, c'est bon, la méthode, c'est bon. Lorsque je fais un appel d'API, il va falloir que je donne ma clé d'API. Donc, je vais venir ici et regarder ici à droite. Il y a écrit "-h autorisation". Donc, autorisation, c'est ça qui va me permettre de m'authentifier, de mettre ce qu'on appelle ma clé d'API, qu'ils ont mis ici en rose, quoi. Donc, je vais prendre authorization. Je vais mettre ça dans un header parce qu'ils ont mis "-h". Donc, "-h", ça veut dire que c'est un header. Donc, je mets ça dans les headers. Dans name, je vais mettre authorization. Et dans la valeur, je vais mettre tout ça, bearer, ainsi que la clé d'API. Donc, voilà, comme ça. Par contre, ici, évidemment, c'est pour nous spécifier qu'on doit mettre notre clé d'API. On ne doit pas laisser comme ça. Donc, je fais comme ça. Là, je vais coller ma clé d'API que vous pouvez retrouver dans votre compte OpenAI. Ensuite, si je reviens dans ma documentation, on peut voir qu'il me donne des informations sur le body. OK? Donc là, dans le body, ils me disent qu'il y a déjà 2 éléments qui sont indispensables. Donc, ils écrivent required en rouge. Donc, il y a l'image. Ils me disent the images to edit, les images à éditer, ainsi que le prompt.
Et un troisième paramètre que je vais intégrer, ça va être le modèle, d'accord? Parce que si je mets pas le paramètre modèle, bien qu'il soit optionnel, mais si je le mets pas, ça va pas utiliser le modèle GPT image 1, ça va utiliser le modèle DALL-E 2, parce que c'est le modèle par défaut. Donc, il va falloir que je mette ces trois paramètres-là, donc l'image, le prompt, ainsi que le modèle. Donc, parmi ces trois paramètres, image, prompt, ainsi que modèle, eh bien, il y en a qui sont des fichiers binaires et il y en a qui sont du texte. Donc, l'image, c'est un fichier, OK? Et le prompt et le modèle, c'est du texte. Donc, pour pouvoir avoir cette approche hybride-là, donc déjà, je vais déjà cliquer sur Send Body parce que je vais mettre un body. Pour pouvoir avoir cette approche hybride, je vais changer le body content type et je vais le mettre à form data. Et donc là, pour chaque paramètre, on va voir qu'ils vont me demander le type. Soit c'est une donnée binaire, soit en fait c'est form data, c'est-à-dire c'est du texte. Donc, je vais commencer par la donnée binaire et le name, je vais mettre image parce que c'est ce qu'ils m'ont dit sur le site de OpenAI. Et pour le input data field name, donc dans quelle case en fait se trouve l'image que je veux donner à OpenAI pour qu'il me l'édite, eh bien c'est image du produit. C'est comme ça que ça s'appelle chez moi. Donc vous allez simplement prendre voilà le nom qui est affiché ici. Donc on peut voir que c'est le même pour les quatre images parce que bah, l'image m'a été retournée 4 fois et c'est la même chose. Donc là, je vais rajouter un deuxième paramètre. Cette fois, ça va être form data. Pour le nom, ça va être quoi? Ça va être le modèle déjà, parce que le modèle, je vais utiliser GPT-image-1, ainsi que la dernière, ou plutôt le dernier paramètre, ça va être quoi? Ça va être le prompt en question qu'on va devoir donner à notre IA pour qu'elle sache en fait comment nous générer notre visuel, nos visuels plutôt. Du coup, pour le prompt, bah, je vais lui coller, je vais mettre en mode expression, je vais agrandir et je vais lui coller ça. Ok? C'est ce que j'ai mis dans l'autre prompt de l'autre workflow. Et là, encore une fois, je vais faire quelques petits changements parce qu'il y a des différences entre les noms que j'ai donnés à mes nœuds dans ce workflow-ci ainsi que dans le workflow bah, qui est déjà construit, quoi. Donc, pour le nom du produit, encore une fois, c'était ici. Je vais le mettre ici. Pareil pour la marque. Donc, je prends ça, je fais ça. Ensuite, un peu plus bas, il y a le tone, la tonalité de la marque, le ton de la marque plutôt, la couleur de palette, tac, je mets ça ici, typographie, product placement rules, c'est en gros des instructions sur la mise en scène du produit, comment le présenter. Et la composition, ça va être les lignes directrices. Et puis voilà. Donc là, on lui donne un prompt qui est vraiment très très détaillé. On lui demande de créer un visuel qui est photoréalistique, donc un visuel réaliste pour le produit. D'ailleurs, on va regarder ici à droite parce que ici, ça va être vraiment le résultat de ce qu'il y a dans la case et ça va être plus facile à lire. Donc, pour le produit Stripe Velocity Pro for the brand Stripe, donc pour la marque Stride, le visuel, c'est pour ce format-ci de bannière 16.2.9. Sauf que ça va changer parce qu'on va appeler 4 fois le nœud HTTP request ici. Donc, une fois pour chaque format. Donc, là, ça va peut-être être website banner, mais après, ça va peut-être être Instagram post. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on lui dit d'utiliser un background, telle surface, tel accent prop, tel lighting, tel camera angle. Et toutes ces informations-là, eh bien, elles nous ont été générées par ce nœud-là, Basic LLM Chain. Donc, il a généré 4 fois, on va dire, cette structure-là. Sauf que la structure, elle reste certes, mais les éléments, ils changent. Donc là, par exemple, le background tone, ça va être ça pour l'Instagram post. Mais le background tone, ça va être ça pour le Instagram story. Le background tone, ça va être ça. Pour le website banner, ça va être ça pour le dernier. Donc voilà. On nous a généré 4 bundles d'informations différentes et les visuels vont pas être exactement les mêmes en fonction, en fait, du format. Donc voilà, là on lui donne plein d'informations, c'est assez similaire. Donc en gros, tout ce qu'on a pu générer dans le workflow, eh bien on le lui donne. Et là on lui donne d'autres indications. Le visuel doit rester cohérent avec l'identité de la marque et le style de la campagne. Donc comme je vous le disais, c'est un peu l'objectif de tout ce qu'on a défini dans le Google Sheets, pouvoir garder une certaine identité de marque et une certaine cohérence. Voilà, donc là je vais exécuter. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais j'exécute. Si jamais ça fonctionne pas, eh bien, on va devoir enlever l'épinglage qu'on a mis ici dans le premier nœud et exécuter à nouveau. Bref, je vais quand même exécuter et tester. Donc là, ça prend un peu de temps. C'est normal parce que c'est de la génération d'images.
Pour du texte, ce serait certainement déjà fini, mais voilà. Là, la génération d'une seule image, elle prend quand même quelques secondes, pas mal de secondes. Donc, j'imagine pas pour 4 items. Là, j'ai demandé 4 images. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle ça prend autant de temps. D'ailleurs, la génération d'images est plus coûteuse que la génération de texte. Donc, si vous générez, si vous utilisez un workflow ou un système comme ça, n'hésitez pas à checker vos crédits OpenAI. Ça va descendre beaucoup plus vite que si c'était du texte, quoi. Ok, donc là, il nous a généré quelque chose. Si on rentre dans le nœud HTTP request, eh bien, on va voir que ils vont pas nous l'afficher tout de suite. Ok, donc là, je vais cliquer sur Show Data. Ça prend du temps parce que c'est assez lourd. Et d'ailleurs, mon PC, il est en train de galérer, il bug de fou. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que ça nous a généré, ok? Ça nous a généré le fichier, certes, enfin les 4 fichiers, mais les fichiers sous le format B64. C'est une string extrêmement longue. Donc là, je vais essayer de revenir en format table, juste pour vous montrer bien que mon PC galère. Mais vous allez voir que c'est une chaîne de caractères qui est vraiment, vraiment très, très longue. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez regarder la barre juste ici. Vous voyez que ça ne descend pas du tout parce que le fichier en base 64, il est extrêmement long. Donc là, ce qu'on va faire par la suite, ça va être de transformer le fichier de la base 64 vers le format image, quoi, pour pouvoir le voir et pour pouvoir aussi le stocker dans notre base, ou plutôt dans notre cloud, sur Google Drive. Donc il y a un nœud pour ça. Si vous tapez base 64, vous allez cliquer sur ce nœud-ci, OK, Convert Binary Data to JSON, à moins que ce soit le premier. Ouais, c'est plutôt le premier, c'est Convert to File, le bleu plus clair. Là, vous allez choisir Move Base 64 String to File. En gros, ce que ça va permettre de faire, c'est de transformer le fichier de la base 64 vers le format image, afin qu'on puisse le voir. Donc, JPG ou PNG, je ne sais pas. On va cliquer sur Show Data ici, et on va sélectionner la variable B64. Et là, je vais directement cliquer sur Execute Step. Donc, ça va prendre tous les 4 items, les faire passer de la base 64 au format que nous, on connaît, donc le format image. Donc, voilà, là, ça nous a retourné 4 items. On va pouvoir les voir un par un. Donc, il y a celui-ci. Et il est vraiment propre. Je trouve encore mieux que ce que ça nous avait généré la première fois. On a ça, donc pour le format story. On a ça pour le format, je sais pas c'est lequel d'ailleurs, website, je pense. Et on a ça pour la bannière, certainement. Donc voilà, là, il nous a mis les 4 fichiers sous le format qu'on connaît et le format dont on aura d'ailleurs besoin. Donc on va utiliser le nœud Google Drive pour pouvoir les stocker du coup. Et ça va être le dernier nœud. Donc on va choisir l'action Upload File qui est juste ici. Donc pour le file name, peu importe, mettez ce que vous voulez, je vais l'appeler juste pic. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Et là, je vais choisir, je vais pas pouvoir choisir en fonction, enfin directement le dossier ici. Je vais choisir plutôt en fonction de l'ID. Parce que si je choisis sur la liste ici, eh bien, ça va toujours être le même dossier que ça va utiliser, ce qui n'est pas top. Moi, je veux qu'il utilise le bon dossier en fonction de ce qui a été spécifié dans le workflow. Donc, je vais venir un peu plus tôt dans le Create Folder. Donc, le Create Folder. Donc, lorsqu'on a créé le folder pour le produit là en question, eh bien, ça nous a généré un ID, comme vous pouvez le voir, que je vais pouvoir poser ici. Et voilà, j'ai bien mis la case à by ID. Hop, là, c'est parti, je le remets. Et là, ce que ça va faire, en fait, c'est apposer les choses dans le folder. Donc, je vais revenir ici. Il y en a plusieurs qui ont été créés, c'est normal parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Mais voilà, je vais exécuter le workflow. A priori, ça devrait venir dans le dernier. J'exécute et voilà, là, on me dit problème sur le workflow. Je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Bon, je vais pas prendre la peine de réexécuter tout le workflow, je pense, parce que ça va prendre du temps. OK? Mais en gros, on est arrivé à la fin du workflow. Si vous avez pris l'ID du nœud un peu plus tôt qui a créé le folder, eh bien, ça va se mettre dans le bon folder, vous inquiétez pas. Ici, naturellement, ça m'a mis une erreur, donc c'est pas arrivé ici. Je vais supprimer ça. Move to trash. Ici aussi, je vais le supprimer. Et en gros, ça va s'afficher comme ici. Comme ça, c'était affiché ici. Bon, ça, c'est la version de tout à l'heure, hein. Celle que je vous ai montrée durant la démo. Mais ça aurait fonctionné de la même manière si j'avais réexécuté le workflow. Bon, là, je vais pas prendre la peine de le refaire. Avec les nœuds IA, ça va prendre beaucoup de temps, mais voilà. Notre workflow, il est là et c'est ce qui signe la fin de cette vidéo.
Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je pense que la prochaine vidéo, ça va être essayer, enfin, si c'est la prochaine, mais je pense que je vais faire ça dans tous les cas, essayer de reproduire ça sans les no-code, parce qu'à la base, c'est ce que j'avais essayé de faire. Honnêtement, c'était très, 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 très long. Et il y avait beaucoup plus de nœuds. Donc, j'ai toujours voulu faire une vidéo pour montrer un peu l'intérêt de ce nœud-code-là. C'était assez compliqué parce qu'il faudrait trouver un cas d'usage qui soit bien précis, qui le montre vraiment. Mais je pense que ce cas d'usage-là, bah, du coup, il le montre assez bien. Et si vous regardez la prochaine vidéo ou, je sais pas, l'une des prochaines vidéos, bah, vous allez le voir, je pense. Et honnêtement, c'est l'une des raisons qui me pousse un peu à apprendre et à comprendre bien le langage JavaScript parce que il est extrêmement puissant ce nœud si vous savez quand l'utiliser. Mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et nous aussi, bah, à très vite. Peace.